Alors, bienvenue au cinquième et dernier webinaire de la série Les QPF s'invitent chez vous. Aujourd'hui, le sujet est comment faire ses comptes quand on est à son compte. C'est présenté par Hugo Lehoux, planificateur financier. Avant de rejoindre Hugo, nous allons prendre une minute avec Rosemary Charret, qui est psychologue et conférencière et qui va nous parler des différents types d'émotions qu'un entrepreneur pourrait vivre. Alors, Rosemary Charret, je vous cède la parole. Merci, Simon. Bien, bonjour tout le monde. En ce lundi pluvieux, en ce mardi pluvieux, c'est pas banal de parler des émotions qu'on peut ressentir quand on est un entrepreneur. Posons-nous d'abord la question. Pourquoi j'ai voulu être à mon compte? Pourquoi j'ai voulu être entrepreneur? Parce que je voulais, bien sûr, de la liberté, je voulais de l'autonomie, je voulais me réaliser, j'avais des idées, je voulais les mettre en œuvre. Donc, j'avais une certaine partie de ma créativité que je voulais mettre aussi dans mon travail. Sauf qu'on ne peut pas se réaliser juste avec la créativité, on a aussi besoin de la rationalité. C'est pour ça que je trouve que faire ses comptes, c'est quelque chose qui fait appel à la rationalité. Et je ne suis pas étonnée que les QPF fassent un lien entre ça et les gens qui sont à leur compte. Parce que souvent, parce qu'on est à notre compte, on pense que comme personne, on peut tout avoir ça, qu'on peut tout faire ça. Alors, il est possible qu'on ait besoin de s'entourer, on a toujours besoin de s'entourer, mais de personnes qui nous complètent. Parce que l'autonomie, ça ne veut pas nécessairement dire la solitude. Et la solitude, c'est un sentiment qui peut être lourd à porter, même dans nos actions quotidiennes. Donc, s'entourer de gens, ça ne veut pas dire les avoir à côté de nous tous les jours, mais savoir avec qui on ferait affaire, qui on appellerait si on avait une difficulté, ou qui nous appellerait pour nous dire c'est le temps de faire telle chose, ça fait du bien. Même seul chez soi en train de travailler, on se sent moins seul. La liberté, c'est toujours à l'intérieur d'un cadre. Même si je veux être libre, l'impôt va toujours exister, puis les taxes vont toujours exister, puis l'évolution de la vie qui fait qu'un jour je vais prendre ma retraite, ça va toujours exister. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se sentir libre à condition de bien connaître notre cadre. Puis je trouve ça génial que vous ayez des formations là-dessus. Donc, se réaliser, oui, mais se réaliser à l'intérieur de la réalité. Et mettre de l'ordre dans ces choses, c'est comme mettre de l'ordre dans sa vie à tout point de vue. Ça nous donne un sentiment de contrôle sur notre vie. Et ça, c'est l'antidépresseur le plus puissant qu'on connaisse. Et ça contribue beaucoup au bonheur, à celui des entrepreneurs comme à celui des autres. Je vous souhaite une bonne formation. Merci beaucoup, Mme Charret. C'est fort intéressant. C'est un très, très bon partage de connaissances. Merci, c'est très apprécié. Alors, maintenant, pour mieux comprendre vos états financiers, je vous présente sans tarder Hugo Lehoux, planificateur financier. Bonjour à tous. Écoutez, petit problème technique, c'est la joie de la technologie, mais tout le monde est là, puis je présume que tout le monde m'entend. Sinon, tu me fais signe. Aujourd'hui, en fait, ce que je veux être capable de partager avec vous, c'est différents trucs pour aider les gens, les entrepreneurs à avoir des outils pour gérer leur liquidité, mais aussi pour, pas juste en période de problématique, mais aussi en période de croissance et dans le futur. Donc, sans plus tarder, on va se lancer. Il y a un terme assez répandu pour les gens qui sont en affaires, puis on dit « cash flow is everything ». En fait, la gestion de la liquidité est très importante. On va en parler tantôt aussi, c'est que vous pouvez avoir des entreprises qui vont avoir des profits, mais qui n'auront plus de liquidité et puis qui vont être obligés de mettre sur des faillites techniques qu'on appelle. Donc, la gestion de liquidité en tant qu'entrepreneur, bon, vous avez différents chapeaux. Je ne veux pas dire que c'est la chose la plus importante, mais c'est certainement une des très importantes. Donc, rapidement, on va faire un survol des différentes aides gouvernementales en temps de COVID.
Et puis, là, on me dit de me mettre en mode présentation. Je suis en mode présentation, je pense. Écoutez, un petit peu, on va faire un petit... excusez-moi, mais quand j'ai cliqué, je me suis mis en mode présentation, mode présentateur. OK, on va cliquer là-dessus. Parfait. Donc, je présume que c'est correct. Donc, c'est ça. Donc, la première, les 4 points qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est le survol des différentes aides gouvernementales. Je ne veux pas passer trop de temps, mais je veux en souligner 3 autres, puis il y a eu des changements vendredi aussi. Des petits réflexes si vous commencez dans le trouble en termes de liquidité. Je veux parler de comment comprendre nos états financiers et notre relation avec les banquiers. Puis, quand est-ce qu'on s'incorpore? Parce que c'est une question qu'on se pose rapidement, souvent. Donc, premièrement, j'ai 3 programmes gouvernementaux sur lesquels je veux parler parce qu'il y en a eu tellement, puis il y a des gens, en tant qu'entrepreneurs, vous êtes basculés partout présentement, puis les mesures n'arrêtent pas, vous avez des nouvelles de différents paliers de gouvernement. Donc, il y en a 3 qui sont très importantes pour moi. La première, c'est le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Ce que je vous dirais, c'est que c'est un prêt de 40 000 $ qui est attribué sans intérêt et que si on le rembourse à partir avant décembre 2022, on n'a qu'à rembourser 30 000. En fin de compte, il va y avoir une subvention de 25 %. Il y a différents critères qui doivent être remplis, en fait, pour... Hugo? Oui? Excuse-moi de t'interrompre, mais pourrais-tu te mettre juste en mode présentation sur PowerPoint? C'est ce qu'on en bas, parce que là, je ne suis pas sûr que les gens voient tout comme il faut. Là. OK. Je vais arrêter le diaporama. Puis là, moi, j'ai... Simon, est-ce que ça fonctionne? Là, il y a comme le petit icône. Là. OK. Je pense que... Là, c'est-tu mieux? C'est correct. Je viens d'avoir un message. Là. Parce qu'on me disait que c'était tantôt, quand tu m'as demandé de faire un changement, c'est de cette manière-là que j'étais. OK. Fait que je vais juste m'assurer. Est-ce que les gens peuvent répondre, voir si c'est correct? OK, ça semble être bien, là. OK. Excuse-moi pour l'intervention, Hugo. Je te laisse continuer. Merci. Vendredi, il y a eu d'autres mesures qui se sont ajoutées. Il faut encore que ça soit entériné au gouvernement, sauf qu'on parle d'un nouveau prêt. Donc, c'est des prêts de liquidité qui sont donnés aux entreprises. Là, on parle d'un nouveau prêt de 20 000 additionnel, puis qu'il y aura un 10 000 qui tombera en subvention là, si on avait la possibilité de rembourser l'autre 10 000 qui serait à la fin 2021. Donc, aujourd'hui, je ne veux pas donner tous les détails, mais c'est important de savoir que ça existe. Puis, les firmes comptables, pour parler avec plusieurs présentement, sont embourbés. Donc, ils essaient de prendre les devants, mais en même temps, il faut que vous soyez à vos affaires. Donc, je vous dirais de regarder, ça, c'est très avantageux. Puis, ce n'est pas en fonction là, des revenus, des baisses de revenus, peu importe, c'est admissible à une entreprise ayant un numéro d'entreprise fédérale qui, vous voyez dans vos rapports d'impôts aux états financiers, ça finit par RC0, souvent RC0001. Donc, c'est un numéro à 9 chiffres. Ça vous prend un compte bancaire dans une institution financière. Puis, ça se fait assez facilement en ligne là, via chaque institution financière. Donc, ça, c'est important d'aller voir. Deuxième des choses que j'ai moins entendu parler aussi, c'est via la BDC. Et puis, j'ai mis les liens en bas pour vous retrouver un petit peu. C'est des prêts qui sont donnés aux petites entreprises. C'est des prêts de liquidité. Ça peut aller jusqu'à 100 000. Bien, ça peut aller en haut de ça, mais le premier 100 000, les critères sont relativement plus souples. Ça peut être des compagnies immobilières, puis ça peut être différentes industries, en fait. Puis, c'est vraiment identifié comme des prêts à liquidité qui sont donnés au taux de base, donc à 2,45 % qui est aujourd'hui. 6 mois de congé de capital. Donc, allez voir ça aussi, c'est important. Et puis, des fois, c'est des gens qui en ont besoin, d'autres gens qui, je le suggère à beaucoup de mes clients, prenez-le. Si vous n'avez pas besoin, vous leur donnerez. Mais des fois, on est dans des périodes où on a des projets d'expansion aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement pour si vous êtes dans le trouble. L'argent est là. Oui, le but premier, c'est d'aider
les entreprises qui en ont besoin. Mais en même temps, en répondant aux critères, on peut utiliser certaines parties de cet argent-là, pas pour aller, je ne vous dis pas d'aller faire ça, vous sortir un dividende, un salaire, vous allez vous acheter un bateau, là, mais si on est en mesure d'utiliser l'accessibilité, en fin de compte, à des prêts, à du capital relativement facile, avec des taux d'intérêt bas, pour soit nous donner un coup de main en cas de crise de liquidité ou nous aider à assurer une certaine croissance, bien c'est là. La dernière, c'est la plus importante en ce qui me concerne, c'est la subvention salariale d'urgence qui va être prolongée jusqu'en juin. Ça aussi, il faut que ça soit entériné parce qu'on a un gouvernement minoritaire présentement. Il y a différents paliers. Au début, il fallait avoir des pertes de 30 de revenus pour être accessible. Ça nous donnait jusqu'à 75 de subvention salariale. Puis ça, c'est important de savoir, je l'ai écrit en bas, il faut avoir le critère, il faut avoir un compte de retenue sur la paie. Donc, il faut que vous n'êtes pas obligé d'être employeur, incorporé, excusez. Vous pouvez être une compagnie qui est enregistrée, donc vous êtes à votre propre nom, sauf que ce que ça vous prend, c'est que ça vous prend un numéro d'employeur, donc d'employeur qui donne des retenues à la source. Puis souvent, ce numéro-là va se terminer par RP0001. Donc, ça, c'est un critère pour avoir accès à ça. Et puis, peut-être que vous avez des logements commerciaux, si vous êtes propriétaire, vous louez à certains endroits. Regardez ça aussi, le gouvernement a dit vendredi dernier qu'il allait vous aider, le gouvernement fédéral. Donc, la première partie, c'est simplement là, pour vous donner soyez aux aguets des mesures qui sont là parce que les gouvernements à différents niveaux, plus au fédéral, sont là pour vous donner des coups de main, tant au niveau salarial, dans le niveau de la restauration, le gouvernement provincial a lancé aussi des subventions allant jusqu'à 15 000 de frais fixes pour la restauration, des gens qui sont dans la restauration en zone rouge ou un commerce qui est obligé de fermer. C'est important d'aller le chercher. On avait des réflexes des fois, on pensait qu'on allait chercher des peanuts avec les gouvernements, des crédits. Là, ça vaut la peine de se mettre le nez là-dedans. Donc, c'était pour la première partie que je voulais qu'elle soit brève, mais en même temps qu'elle vous donne des bons réflexes. Bon, d'autres réflexes si vous êtes dans le trouble, des petites choses qu'on peut ou ne pas être aux aguets, en fait. Les acomptes provisionnels, avant, on disait que Revenu Québec et Revenu Canada n'étaient pas égaux en fonction de ce qu'ils demandaient. Mais aujourd'hui, il faut savoir c'est quoi les acomptes provisionnels, tant en tant que propriétaire d'entreprise ou au niveau personnel. Donc, c'est l'impôt qu'on doit donner à tous les mois, qui est en fonction de nos revenus de l'année dernière. Si vous ne le faites pas, en fin de compte, c'est 5 du solde dû à la base, plus 1 par mois. Donc, c'est quand même coûteux. Si vous devez 10 000 $, vous avez en partant, c'est 500 $ plus 1 par mois, donc un autre 100 $ qui se rajoute par mois. Puis, les pénalités sont plus grandes pour les récalcitrants. Donc, essayez pas de vous financer avec le gouvernement, ce n'est pas la meilleure manière. Et mon point numéro 2, surtout pas avec les taxes. En tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, vous êtes une fiducie, comme on pourrait appeler, au niveau des taxes. Donc, le client vous donne les taxes, cet argent-là n'est pas à vous. Vous devez le redonner au gouvernement. Donc, des gens qui veulent se financer avec les taxes, c'est une appropriation bien gouvernementaux. Donc, c'est considéré sans être du vol, mais c'est tout comme. Donc, les pénalités, là, c'est 7 de la somme à payer si en bas de 7 jours. Donc, vos rapports de taxes, s'ils sont mensuels, votre mois qui finit, exemple, au mois de mars, vous avez jusqu'à fin avril pour envoyer votre rapport de taxes. Puis si vous ne le faites pas, bien, en partant, c'est 7 si vous payez à l'intérieur des 7 premiers jours de mai, dans mon exemple. Sinon, ça monte à 11 Donc, ça, c'est des pénalités qui sont très importantes. Puis il faut savoir aussi que ces pénalités-là, les administrateurs sont tenus responsables personnellement. Donc, vous êtes sur un conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif ou que vous êtes propriétaire d'entreprise, si vos taxes ne sont pas à jour, le gouvernement peut vous tenir responsable, va vous tenir responsable de payer ces taxes-là. Donc, vous êtes dans un partenariat vous êtes 3 ou 4 actionnaires. Une des choses, lorsque vous avez des rencontres, c'est de vous poser, est-ce que les taxes sont à jour? Est-ce que vous avez payé TPS, TVQ?
comme je vous dis, des fois, il y en a qui sont juste des investisseurs puis qui font une rencontre une fois par mois. Si ça, ce n'est pas à jour, c'est des choses qui sont cachées en arrière, vous êtes responsable. Et si un de vos partenaires fait faillite, ben, le fardeau se retrouve sur vous à 100 %. Donc, ça, c'est super important de vérifier ces choses-là. Et essayons pas de se financer avec les taxes, s'il vous plaît. Protection contre les créanciers, et puis versus la faillite, ça, c'est un autre outil que c'est important. Il y a la loi sur les arrangements avec les créanciers. On entend parler de ça, là, encore de plusieurs grosses entreprises qui se mettent sur cette loi-là. Ce que ça dit, c'est que si vous avez de la difficulté à faire des paiements, tant aussi longtemps qu'un créancier n'a pas pris des mesures concrètes contre vous, vous pouvez vous mettre sur cette loi-là, qui, elle, bien, vous pouvez le faire après, mais en le faisant avant, c'est que ça vous protège pour que personne ne gèle vos comptes. Tant que vous devez de l'impôt au Revenu Québec, ça fait trop longtemps. La journée qu'ils ont gelé le compte, il est trop tard. Vous ne pouvez plus rien faire. Mais en vous mettant sur cette loi de protection-là, ça vous permet de garder vos actifs, de vous garder en business, de continuer à rouler, mais que personne ne peut venir interrompre vos activités pendant que ça roule, en fin de compte. Puis, ça vous donne du temps pour prendre un arrangement. Donc, l'arrangement, ben, on entend souvent des arrangements, fait que, de dire, bon, ben, il a racheté 10 cents dans la pièce. Donc, ça veut dire quoi? C'est que si vous avez des obligations ou des dettes envers des locataires, des fournisseurs, la première étape, ce serait d'admettre sur la loi sur les arrangements des créanciers pour continuer d'opérer. Parce que si vous cessez d'opérer, là, s'il est trop tard, je vous dis ça parce que s'il est trop tard, puis il y a des gens qui ont pris des mesures, puis que ça nuit à vos opérations, votre chiffre d'affaires va diminuer, là, vous êtes dans le trouble, c'est pratiquement certain que vous allez aller vers la faillite. Mais l'idée, c'est de vous donner du souffle en utilisant cette loi-là pour prendre le temps de s'arranger. Donc, il faut vous arranger avec vos créanciers. Et puis, je ne veux pas aller plus loin dans ce dossier-là, mais souvent, bien, ça va se régler dépendamment de la situation. Il y en a qui vont accepter de se faire payer 10, 20, 30, 40 % de la dette qui leur était due. Il faut savoir aussi que si vous avez un ou deux fournisseurs, puis que vous êtes dans un marché les fournisseurs qui sont assez restreints, bien, dans le futur, ils vont peut-être bien être payés avant la livraison. Il faut savoir que... Mais ça peut être un outil des fois que, écoutez, on a vu des entreprises où il y a eu des loyers qui étaient impayés pendant plusieurs mois à cause qu'ils ont dû être fermés, puis les propriétaires n'ont pas voulu collaborer, donc les gens ont dit, bon, ben, parfait, on se met sur la loi de la protection. Puis c'est le même qu'on va se donner un petit coup de main pour passer à travers cette partie-là. Je t'en ai un petit peu. J'ai pas pesé le bouton. OK. Bon, la compréhension de vos états financiers. On va commencer d'être dans le plus, je dirais, positif un petit peu, parce que ça ne va pas toujours mal. Il y a des lignes, ça me fait toujours donner un petit sourire lorsque, là, je vois que je bug. Je ne sais pas si, Simon, tu peux me faire un petit signe si tout est correct? Parce que je m'en... Est-ce que je suis encore... Est-ce que je suis encore disponible? Un petit peu. Allô, Hugo, en fait, ton écran semble gelé. Je ne sais pas si je vois ton curseur bouger. Es-tu capable de vérifier, voir si tu es capable d'avancer et de reculer les diapos? Je vais continuer. Mon écran est gelé, mais vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien, Hugo. Bon, vous avez une photo de moi de côté, c'est parfait, il n'y a pas de trouble. On continue comme ça. Bon, on ne sait pas si tes diapos, tu peux les avancer par contre. Oui, je peux les avancer, il n'y a pas de trouble. OK, bien toi, est-ce que tu les vois? Oui, ça l'avance, c'est beau, tu peux continuer. Parfait. Bon, bien, la compréhension de vos états financiers, ça me fait toujours sourire lorsque j'entends vous faites de l'argent, ben, je ne sais pas, je vais aller voir le comptable dans une semaine, 2 semaines, dans un mois, c'est ma rencontre annuelle. Donc, beaucoup de propriétaires d'entreprises, puis on n'en veut pas, là, on dit qu'un entrepreneur met 80 000 heures dans son entreprise, puis 8 heures pour la vente, donc on parle de préparation. Vous avez trop de chapeau, à un moment donné,
On ne sait plus se lancer, puis dépendamment de la grandeur de l'entreprise, on n'a pas les ressources non plus pour payer du monde pour avoir différentes chaises. Mais profit n'égale pas liquidité, parce qu'on parle de liquidité aujourd'hui, et vice-versa, ce n'est pas parce qu'il y a du cash dans le compte que vous faites de l'argent, puis ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas que vous n'en faites pas. OK? Donc, on va faire ça simplement. Ça se peut qu'à la fin de l'année, vous auriez fait des bénéfices de 150 000. Vous avez fait des bénéfices de 150 000, sauf que vous avez pris votre argent, vous êtes allé acheter une ligne ou un véhicule automobile qui fait qu'il n'y a plus une scène dans le compte. Bon, que vous pensez que ça ne va pas bien, mais en fin de compte, il y a eu des bénéfices qui ont été tirés. Donc, un ne va pas avec… Normalement, à long terme, ça va ensemble, mais sur une année donnée, ça ne va pas ensemble. Demandez des lignes de crédit, des marges de crédit, ayez accès à du crédit lorsque vous n'en avez pas de besoin. OK? Faites les demandes auprès de vos banquiers. Donnez-vous la flexibilité parce que ça va être accordé lorsque ça va bien. Puis, lorsque ça va mal, si ce n'est pas le banquier, si ça va trop mal, le banquier va dire non. Ils vont vous demander des cautionnements personnels, des affaires qui n'ont plus d'allure. Ou si vous avez besoin d'investisseurs privés, ça va être la même chose. Vous allez être obligé d'en donner plus que vous auriez dû en donner parce que vous êtes dans une situation difficile. Donc, donnez-vous de la flexibilité, demandez des crédits. Des fois, ça coûte quelques centaines de dollars par année avoir une marge de crédit inutilisée. Vous ne savez pas quelle opportunité qui peut arriver, quel bad luck qui peut vous arriver. Donc, de la liquidité, on n'en a jamais trop dans ce type d'option-là. Puis, je vous dirais de l'autre côté, si vous avez vous prévoyez avoir de la croissance importante, bien, commencez à planifier avant que ce soit un investisseur externe ou que ce soit encore des demandes de crédit. Faites-le avant que vous soyez obligé de le faire. Petite chose aussi, ça m'est arrivé dernièrement avec un de nos clients. On fait des demandes de prêts hypothécaires personnels. Du coup, on regarde au crédit. Le concessionnaire a exigé un cautionnement personnel. Ben, écoutez, tenez votre bout là-dessus, là, parce que j'ai un client qui a beaucoup d'argent, beaucoup d'actifs, mais il est quasiment plus capable d'acheter rien parce qu'il a été obligé de cautionner 3 automobiles dans l'entreprise parce qu'on exige des concessionnaires. Puis là, il est rendu avec un taux d'endettement qui excède sa capacité, donc c'est difficile pour lui d'avoir du prêt. Donc, ça justifie avec certaines institutions financières, mais quand même, aussi, je vous dirais de tenir votre bout, ou même si vous le devez, demander un état financier pour ne pas avoir à cautionner le prêt automobile au niveau personnel parce que ça va vous nuire au niveau personnel. Gardez de bons ratios. On a 3 ou 4 ratios que je veux vous présenter, que les banquiers aiment regarder pour que vous ayez des réflexes. La présentation est disponible, donc c'est des ratios que si vous voulez creuser un petit peu plus, dans le futur, ils vont être là pour vous. Expansion et investissement trop rapide peuvent être problématiques. Si vous faites du profit et vous êtes toujours en train de réinvestir, à un moment donné, c'est ce qu'on appelle, c'est qu'on peut se retrouver avec plus de liquidité ou encore que vous allez trop vite. Vous savez que telle machinerie ou tel investissement serait bon pour vous, mais vous n'êtes pas rendu là tout de suite. Peut-être de prendre un usager ou quelque chose qui fait la moitié de ce qui pourrait être accompli, mais qui rentre dans vos ratios. Des fois, ça peut être une bonne manière de travailler parce que si vous investissez toujours vos liquidités puis qu'à un moment donné, vous avez un mauvais coup, une baisse de vente, on va se retrouver avec une crise de liquidité. Puis quand vous entendez le mot faillite technique, bien, une faillite technique, c'est que les bénéfices sont là, tout est là, mais il n'y a plus de cash. C'est comme si vous héritiez d'une maison qui vaut 2 millions de dollars, et vous l'avez, là, elle est à vous, vous héritez, il n'y a pas de dette, sauf qu'à tous les mois, ça prend quelqu'un qui paye l'électricité, les taxes et l'entretien. Vous n'avez même pas assez d'argent pour faire ça. Fait que si vous n'êtes pas capable de vendre cette maison, vous allez retrouver avec une faillite technique. C'est un peu ce modèle-là que je veux vous parler. Réduisez vos frais fixes si possible. Ça, je pense que je n'ai pas besoin d'aller plus loin avec ça. Plus vous avez des charges fixes, plus ça peut devenir problématique lorsqu'on a des périodes comme on est là. Et j'ai bien aimé l'article de François Lambert qui était dans Les Affaires. Ça fait le mois dernier, en fin de compte, puis ça s'intitulait « Le pouvoir d'être cassé ». Puis c'est un motto qu'il utilisait, lui, comme entrepreneur depuis le début.
c'est qu'il agissait comme si vous êtes cassé. En fin de compte, c'est de dire, parce qu'il expliquait que son père, lorsqu'il démanchait des granges quand il était jeune, son père récupérait les clous pour les utiliser sur une autre construction future. Donc, c'était une manière de travailler que M. Lambert a réutilisée aujourd'hui. Donc, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, faites des choix judicieux. Combien de fois j'ai entendu des gens qui ont acheté des exemples, un camion à 90 000, quand lui, à 45, l'usager aurait bien fait. Puis la raison, c'est j'allais payer de l'impôt à la fin de l'année. Vous venez quand même de dépenser 45 000 de plus. Oui, ça vous aurait coûté 14 % d'impôt, ce 45 000-là. Vous auriez eu plus d'argent dans vos poches. Donc, agir avec le strict nécessaire. Je ne dis pas d'être vraiment pauvre et arriver pas habillé au travail, là, vous comprenez ce que je veux dire, mais juste avec cette philosophie-là qui va aussi transparaître sur de la manière dont vos employés vont vouloir travailler, vont vouloir appliquer certaines règles de base avec ce mot-là d'être cassé. Donc, je pense que ça va, tant au niveau de la culture d'entreprise, ça va vous aider. L'amortissement. Bon, j'ai déjà entendu, je compte des histoires parce qu'on travaille avec plusieurs entrepreneurs. Écoutez, si ça n'avait pas été de l'amortissement dans le passé, j'aurais fait des profits. Mon banquier ne comprend pas. C'est quoi l'amortissement? C'est une dépense fictive sur le court terme, mais réelle sur le long terme. Ça veut dire quoi? C'est que dans mon entreprise, j'achète, exemple, j'ai besoin de m'acheter une automobile. Le gouvernement va me donner la possibilité de déduire dans mes états financiers 30 % de la valeur au livre de l'automobile la première année. Pas la première année, il y a une règle de première année, mais je veux faire ça le plus simple possible. Donc, ma valeur au livre est de 50 000 sur mon automobile. J'ai le droit de déduire 30 % en amortissement, donc j'ai le droit de mettre 15 000 en dépenses pendant l'année. Pourquoi le gouvernement fait ça? C'est que ton auto, tu as eu une grosse achat, mais elle va durer 5-6 ans, cette automobile-là. Donc, on évalue l'amortissement. Il y a différentes catégories selon différentes catégories d'actifs. Dans l'immobilier, c'est 4 %. Dans le commercial, ça peut être 6 %, 8 % de la bâtisse. Fait qu'on évalue l'amortissement qu'on peut prendre sur l'espérance de vie de l'actif. Donc, ton automobile, après 5-6 ans, si elle ne vaut plus grand-chose, il va falloir que tu en rachètes un autre. Donc, ça va occasionner des coûts. Fait que le gouvernement dit, je vais lui donner une dépense à toutes les années pour l'aider. Donc, dans l'exemple que je vous dis là, mon client, en haut, on voit, ça c'est dans vos états financiers, vous avez une section qui parle des flux de trésorerie. Puis, on marque dans ces sections-là, on regarde il y a différents secteurs, différentes sections, dont une qui est l'activité d'exploitation. Donc, ce qu'on regarde, c'est que vous voyez un bénéfice net de 232 000, puis ce bénéfice net-là, en fin de compte, en réalité, là, il est fait après amortissement. Donc, dans l'année, il y a eu un amortissement dans cet exemple-là de 119 000. Donc, en réalité, il a fait un profit avant amortissement de 351 000. OK? L'amortissement a été pris, puis il y a eu un bénéfice net de 232 000. Mais dans le cas puis l'amortissement est pris, donc oui, c'est une dépense qui a été mise. Là, ce qu'on essaie de calculer dans les flux de trésorerie, c'est quoi les variations de liquidité qu'il y a dans l'année? Donc, quand on veut calculer ça, puis le banquier regarde ça aussi, c'est quoi le cash? De quelle manière qu'on sait la liquidité a roulé? Donc, on part des bénéfices nets, on va ajouter de l'amortissement, parce que l'amortissement, c'est une dépense fictive. Il y a différentes choses qu'on va regarder. Puis, on va regarder aussi l'autre côté ici. Je ne sais pas si vous avez acheté, si vous avez pris l'amortissement, mais qu'est-ce que vous avez acheté aussi pendant l'année? Donc, moi, dans cet exemple-là que j'ai mis en jaune, le client il avait racheté pour 286 000 de nouveaux actifs. Donc, oui, il y a eu de la dépréciation sur ses anciens actifs, mais il en a rajouté pour 286 000. Mais dans les activités d'investissement, en bas, on voit que du début de l'année à la fin de l'année, il y a eu une baisse de 310 000 dans ses comptes. Donc, ce client-là a utilisé 310 000 de ses liquidités. S'il avait pris, il n'a pas fait de prêt. S'il avait fait un prêt de 200 000, bien, ça l'aurait aidé dans sa liquidité. Il aurait juste un flux négatif
dans cet exemple-là de 110 000. Donc, l'amortissement, c'est fictif à court terme, mais c'est réel à long terme. Donc, ne dites pas que ce n'est pas fait de profit, vous n'avez fait moins, c'est à cause de l'amortissement, puis n'essayez pas de vous enchérir avec ça. Parce qu'à long terme, quand on regarde, si vous voulez acheter ou vendre une entreprise, vous regardez, vous faites votre due diligence au début, vous voulez acheter une entreprise, regardez l'amortissement qui a été pris sur les 3 à 5 dernières années, puis regardez les activités d'investissement, donc c'est où je suis présentement, qui a été fait dans les 3 à 5 dernières années. Ça veut dire que s'il y a eu plus d'amortissement, beaucoup plus d'amortissement qui a été pris que d'actifs, que d'acquisition d'immobilisation, bien, ça veut dire que les actifs de l'entreprise dépérissent à toutes les années. Il n'y a pas de réinvestissement qui a été fait dans l'entreprise. Ça n'a pas été maintenu à jour. Donc, posez-vous des questions. Donc, ça ne vaut pas le même prix que quelqu'un qui a beaucoup réinvesti les dernières années, même qui a investi plus qu'il y a eu d'amortissement qui a été pris. Donc, ça veut dire que c'est un entrepreneur ou une entreprise qui est en bonne santé, qui a été mise à jour. Amortissement, activité d'amortissement, oui, vous êtes financé, puis aussi, si vous voulez vendre ou acheter une entreprise, c'est un facteur qui est important. Le temps file, j'ai mis 3, puis je veux passer plus de temps sur la dernière partie. J'ai mis 3 ratios qui sont à surveiller, puis que les banquiers regardent. Vous allez avoir accès à la présentation sur les ratios de fonds de roulement. Puis ça, c'est pour mesurer les actifs à court terme versus les passifs à long terme. Allez, encore là, ça, c'est pour vous donner des réflexes. La présentation est là. Tapez ça en ligne. Et puis, parce que là, j'ai environ 5 minutes. Je veux passer sur la dernière partie qui est très importante pour moi aussi. Donc, il y a des ratios principaux à vérifier sont là. Donc, ça va être pour vos recherches futures. L'incorporation. Parce que l'incorporation, ça affecte vos liquidités aussi. Quand est-ce qu'on s'incorpore? La première chose, c'est lorsqu'on a un risque d'affaires. Lorsqu'on a un risque d'affaires, c'est que ça n'a aucun lien avec la liquidité. Lorsqu'on a un risque d'affaires, je m'explique. Vous êtes un entrepreneur en construction. Des fois, ça va vous arriver aussi d'avancer beaucoup d'argent pour une construction ou sous-traiter. Vous n'êtes pas à l'abri d'un fournisseur qui ne vous paye jamais. Vous n'êtes pas à l'abri d'une poursuite qui n'était pas de votre faute ou qui pouvait l'être aussi, qui va faire en sorte que vous allez recommencer au début de l'année, vous allez recommencer d'être obligé de vous mettre en faillite. Je donne un exemple là, concret. Je bâtis une maison et puis, moi, j'ai un plombier qui fait mal son travail, l'eau coule partout, puis ça brise partout. Donc là, le plombier, lui, la première étape, c'est de voir un plombier, puis vous allez poursuivre, vous et le plombier. Le plombier, il n'est pas assez solide, fait que là, on se retrouve, vous, ça tombe tout dans votre cour. Puis la maison est finie. On va dire ça de même, vous avez un peu d'assurance, mais dépendamment des raisons, peut-être que ça ne couvre pas. Donc là, vous êtes obligé de Hugo Lehoux Construction, vous êtes obligé d'assumer que vous faites faillite. Si vous ne voulez pas toujours être... Puis là, si vous faites faillite puis vous n'avez rien dans la compagnie, c'est pas grave. Sauf que si vous faites faillite, puis vous avez vos camions, vous avez de la liquidité, vous avez un entrepôt dans la compagnie, bien là, ils vont avoir accès à tout ça. Donc, souvent, lorsqu'on a un risque, on dit « incorpore-toi », puis dans la construction, tu vas avoir Hugo Lehoux Construction. Puis souvent, tu vas te créer une autre compagnie, une compagnie de gestion pour avoir ton équipement, pour avoir tes entrepôts, pour avoir toutes ces choses-là, tes camions dans une autre entreprise. Pourquoi? Parce que si tu arrives un trou, ben, tu vas pouvoir te virer de bord puis pour commencer à zéro, on va protéger tes actifs. Donc, on s'incorpore lorsqu'on a un risque d'affaires, même au niveau personnel. Même chose. Si vous n'êtes pas, c'est pas une question de revenus, si vous êtes à votre nom puis vous faites une bévue qui arrive, vous êtes poursuivi, ben, c'est tous vos actifs personnels, votre maison qui vont rentrer. Lorsqu'on accumule des liquidités, là, on parle de fiscalité, on parle de liquidité, on parle d'incorporation. Donc, si vous avez, ben, je vais vous donner 2 exemples. J'ai un client qui, histoire vécue, des médecins qui font plusieurs centaines un médecin entre autres, qui faisait plusieurs centaines de milliers
par année. Puis là, il me dit, on doit-tu s'incorporer? Moi, c'est assez simple. Là, je le vois au début, comment que je pose la question, je fais un bilan financier. Si la personne a trop de dettes, n'a pas été capable de placer des dernières années, ça veut dire que tout ce qui rentre sort. Tout l'argent qui rentre, il y a dépense de différentes manières. Bien, dans ce temps-là, ça ne vaut pas la peine de s'incorporer. Pourquoi est-ce qu'il y a un principe d'intégration qu'on appelle, que tu sois incorporé ou pas, quand l'argent rentre dans ton entreprise, une fois qu'il est sorti et que tu te l'es donné, soit sous forme de salaire ou de dividende, il n'y a pas d'enjeu en termes, c'est supposé d'être le même montant ou presque qui vient dans tes poches, que tu l'aies gagné personnellement sans être incorporé ou que tu aies été incorporé à le rentrer dans ta compagnie, de payer de l'impôt ou pas, puis après ça, tu te la reverses. C'est supposé d'être presque égal. Ça ne l'est pas à 100 %, mais ça l'est presque. Donc, c'est un principe d'intégration. Donc, quand est-ce qu'on s'incorpore? Lorsqu'on place, lorsqu'on est capable d'investir, puis un petit peu plus que nos réels. OK? Donc, de l'autre côté, tu peux avoir un entrepreneur qui, lui, il a un coût de vie de 60 000 par année, il n'a assez, puis il fait juste, entre parenthèses, 250 000 de profit, mais crime, contrairement à mon médecin, lui, il n'a pas besoin de tout ça. Fait qu'il en place, il place 60, 70 000, 80 000 par année. Bon, bien, lui, ça vaut la peine de s'incorporer. Pourquoi? Parce qu'on va parler de la différence entre les taux corporatifs. Donc, je vais vous présenter, c'est des tableaux que j'ai pris du Centre québécois de formation fiscalité. Ça, c'est les braquettes d'impôts au niveau personnel. Donc, si on se retrouve dans la deuxième, on va aller dans la troisième tranche qui est entre 48 000 et 89 000. Donc, dans cette tranche de revenus-là en salaire, chaque dollar qu'on gagne, on paye 37 % d'impôts. Donc, quelqu'un qui me dit, moi, mon coût de vie, c'est de 89 080 par année, mais j'en fais un 100 000 de plus, bien là, si je ne m'incorpore pas, bien là, je vais passer dans les autres braquettes, je vais tomber avec, il y a une partie que je vais payer 41 % d'impôts, l'autre partie, je vais payer 45 %, l'autre partie, je vais payer 47 %. Fait que je vais payer beaucoup plus d'impôts pour après placer cet argent-là. Tandis que si je m'incorpore, bien, la première partie, encore là, ce que je vais verser comme salaire, je vais être à 37 %, mais le reste, dépendamment de mon taux, de ma situation, du type d'entreprise que je vais, bien, les revenus, si j'ai mon 100 000 de plus qui reste dans la compagnie après impôt, je vais probablement être imposé à 14 %. Si j'avais été personnel, j'aurais été imposé, vous voyez les braquettes, donc un taux moyen peut-être de 45 %. Donc, l'incorporation est mise en place, puis l'objectif fiscal qui a été mis en place de ça, c'est que le gouvernement voulait donner un break d'impôt, comme on va dire. Donc, on veut donner un peu plus de liquidité aux entreprises pour qu'ils réinvestissent, qu'ils prennent la croissance. Donc, on paie moins d'impôts, on repousse l'impôt pour la garder. Donc, nous, en tant que planificateur financier, ce qu'on doit faire, c'est de dire, bon, ben, dans ce cas-là, si vous avez des excès de liquidité, puis que vous n'avez pas besoin de réinvestir dans votre entreprise, au niveau personnel ou pas, bien, les corporations, c'est une manière de sauver de l'impôt puis de reporter l'impôt. Donc, je ne dirais pas dans tous les taux, mais si vous faites en bas de 500 000, presque tout le temps, vous allez payer 14 % d'impôt sur ce 500 000-là de bénéfices. Les profits qui sont en haut de 500 000, on paye 26 % d'impôt sur ces profits-là à l'intérieur d'une entreprise. Donc, ça, c'est bien. J'ai mis en jaune la dernière, 44,5 %. Ça, c'est pour les faux entrepreneurs, entre parenthèses. Des fois, c'est des gens qui sont des travailleurs autonomes ou des travailleurs salariés qu'on appelle, qui sont obligés de s'incorporer. Le type, ce qu'on voit souvent, c'est des gens qui travaillent dans le domaine de l'informatique qui vont être obligés de s'incorporer, mais ils travaillent pour la même entreprise. Donc, l'entreprise va... CGI, on fait ça avec certaines personnes qui travaillent dans l'informaticien, excusez. Donc, l'informaticien est obligé de s'incorporer, mais vu qu'il y a juste un employeur, en réalité, c'est un faux travailleur autonome, en parenthèse. Donc, le gouvernement ne voulait pas qu'on se déguise comme travailleur autonome. Donc, ces gens-là, ces revenus-là sont à 44,5 %. Donc, là, c'est un autre dossier qui est assez important, qui est un sujet même, c'est un sujet de maîtrise en fiscalité que j'ai vu. Donc, on n'a pas le choix de le faire, sauf que ça peut être onéreux de faire de cette manière-là. Donc,
Ça, c'est à prendre en considération. Donc, quand on calcule, une fois qu'on est incorporé, la structure de rémunération, donc ça, c'est encore un enjeu qui est important. Puis je vais terminer avec ça. Est-ce qu'on y va en salaire, en dividende? Je vous dirais, il y a peut-être 5-6 ans ou peut-être un peu moins, souvent le dividende, il y avait un avantage. Mais là, un avantage financier, donc il y avait plus de liquidité qui était générée en se versant du dividende. Ce n'est plus vrai. Le principe d'intégration s'applique. Il faut savoir que le salaire est une dépense. Donc, si j'ai fait 200 000 de bénéfices avant de me verser mon 60 000 de revenus, je me verse 60 000 de salaire, bon, incluant les déductions à source. Donc là, ça me fait 200 moins 60, ça me fait un bénéfice net de 140 000. Mais si je suis de l'autre côté, je me verse juste un dividende, mon bénéfice d'entreprise est de 200 000, je paye de l'impôt là-dessus. Après ça, je me verse un dividende. Donc, vos états financiers, ça va être écrit 200 000 de bénéfices. Mais en réalité, si vous versez 200 000 de dividendes ou 170 parce qu'une fois que l'impôt est payé, bien, votre entreprise n'a pas fait de rien. Elle n'a pas fait de bénéfices. Donc, vos banquiers vont regarder ça aussi. Les facteurs à considérer lorsque c'est une analyse exhaustive, là, mais les facteurs à considérer lorsqu'on se rétribue en salaire ou en dividende, bon, la régie des rentes, puis la RQAP, l'assurance chômage. Donc, c'est des déductions à la source qui sont prises lorsqu'on se verse un salaire. Lorsqu'on se verse un dividende, on n'en a pas. Il peut y avoir des avantages et des désavantages à le prendre, dépendamment on est où, de ce qu'on veut, du profil de l'investisseur. Lorsqu'on décide de se verser un dividende, bien là, notre épargne, on va la faire où? Est-ce qu'on la fait au niveau personnel ou est-ce qu'on la fait dans la compagnie? Puis si on la fait dans la compagnie, est-ce qu'on a une structure en place pour protéger ces épargnes-là? Parce que si, encore là, je reviens avec le risque, si vous épargnez dans votre compagnie et que vous pouvez vous faire poursuivre, puis cet argent-là dans la compagnie, bien, ce n'est pas super intéressant. Peut-être que là, c'est un facteur qui va nous faire dire ouvre une autre compagnie, une compagnie de gestion, ou ça coûte trop cher, vous n'êtes pas rendu là, mais on va se verser plus de salaire, puis on va cotiser à nos REER. Votre profil investisseur, plus vous êtes sécuritaire, plus on va favoriser le salaire parce que on va favoriser l'épargne REER, parce que plus qu'on est sécuritaire, plus on génère du revenu d'intérêt, plus on est imposé sur ce rendement-là. Puis si ce rendement-là se fait à l'intérieur d'une compagnie, on est mieux de le faire à l'intérieur d'un REER en intérêt. Donc, vos sols fiscaux aussi. Donc, ça, c'est quand on commence à accumuler dans l'entreprise, ça se peut qu'on ait décidé d'y aller en salaire, mais des années données, on peut modifier ça. Parce que quand on se verse des dividendes au niveau personnel, notre compagnie peut récupérer de l'impôt. Des petites choses aussi, vos protections d'assurance invalidité, propriétaire d'entreprise, regardez vos contrats d'assurance invalidité. Des fois, c'est en fonction de vos revenus personnels, puis le dividende n'est pas toujours inclus. Donc, si on tombe invalide, puis on se verse des dividendes, notre police ne sera pas couverte. Donc, dernière chose, il y a des restrictions sur la distribution des profits selon les contrats de financement. Donc, vous avez pris des arrangements avec la BDC, vos créanciers vont mettre des restrictions sur le versement de dividendes. Donc, des fois, même que vous voudriez switcher en dividende, vous ne pouvez même pas le faire parce que c'est écrit dans les contrats. Là, quand c'est à 18 pages, on ne lit pas tout. Fait que des fois, on n'a pas le choix de se verser un salaire. Est-ce qu'il y a des questions? Ça fait beaucoup. C'est pour ça qu'on l'enregistre. Là, je vois que ma face est encore gelée. C'est plate, mais c'est ça. Donc, ça fait beaucoup d'informations en peu de temps pour le commun des mortels. J'espère que j'ai été capable de vulgariser ça de manière adéquate. Et puis, je prends des questions. Merci Hugo, c'était très intéressant. En fait, Hugo, peut-être juste par rapport à ta vidéo, là, si tu pouvais peut-être stopper ta vidéo et la réactiver, peut-être que ce serait suffisant là, pour qu'on te voit bouger un peu. Là. On peut prendre une petite seconde pour faire ça. Ouais. Je vais essayer, c'est bon. C'est en bas de l'écran, à gauche, tu as stop vidéo. Là. Attends un petit peu. OK. Ou en haut, c'est la présentation, ça va être en haut. OK. On va enlever ma présentation. En attendant, je vais prendre la... Ah, tu n'es plus en mode présentation. Simon, t'es... Veux-tu que je vais me mettre en mode présentation. OK. Je vais présenter de mon bord. Pardon? Je vais présenter de... C'est toi qui vas prendre ça en charge? Oui, je prends ça en charge la présentation. Fait que toi, tu vas pouvoir focusser sur ta vidéo.
Tu dis que c'est en haut à droite, Simon? Bien là, maintenant que tu n'es plus en mode présentation, ça devrait être en bas là, de ton écran. À gauche, tu le vois-tu? C'est stop vidéo ou... Je vais taponner un petit peu là, je devrais être correct. Attends, un petit peu, non. Excusez-moi. On peut commencer à prendre les questions, Simon, puis je vais taponner là-dessus en même temps. OK. C'est soit complètement en bas puis tu le vois, ou sinon tu mets ton curseur en haut. Ah, je l'ai là. Alors, je suis à la barre de table. la question, Hugo, ça nous provient de Sylvain. Il demande une confirmation par rapport aux prêts gouvernementaux qui sont admissibles aux conseillers incorporés seulement et non aux travailleurs autonomes. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Dans le fond, il veut savoir si les prêts gouvernementaux sont admissibles aux conseillers incorporés seulement et s'ils sont admissibles aux travailleurs autonomes également. Là, vous avez parlé de conseiller ou travailleur autonome. Là, OK, bon. Je vais faire... il y avait conseiller incorporé distinction. ou travailleur autonome. On parle de conseiller incorporé, oui. Bon. Donc, je présume que c'est quelqu'un qui est en finance qui pose la question. Oui, c'est un mais peu importe, on va répondre. OK. Effectivement que, la première des choses, le prêt de 40 000, il faut être incorporé, donc qui se rajoute un 2 000. Donc, quelqu'un qui est enregistré, probablement dit, on ne peut pas faire ça, on n'a pas accès à ça. Ça prend une des suppositions, en fin de compte, une des présomptions, c'est d'avoir un numéro d'entreprise fédérale. Donc, pour les prêts de 40 000. Les subventions, c'est la même chose. En fait, les subventions, c'est de 40 000 plus le 20 000 qui vient se rajouter. Les subventions, tu peux être enregistré, donc tu n'es pas obligé d'être incorporé, mais pour les subventions salariales, sauf que ça prend un numéro d'entreprise fédérale d'employeur, en fin de compte, donc un numéro qui finit par RP 0001. Donc, il faut que tu sois un employeur. Fait que si tu es à ton compte, puis normalement, tu n'as pas d'employé, tu n'auras pas ce numéro-là. Fait que si tu n'as pas... Fait que ça ne se fait pas. Puis il y a certaines compagnies financières, institutions financières, que c'est eux qui donnent, qui payent pour les conseillers. Donc, c'est un problème présentement. Là. OK. Merci Hugo. Alors, prochaine question nous provient de Christiane. Christiane nous demande ma question concerne l'obtention d'une marge de crédit. En tant que travailleuse autonome, j'ai été refusée par ma banque pour une marge de crédit, car mes revenus nets ne sont pas assez élevés. Avez-vous des conseils à ce sujet? Au niveau des conseils, là, aller chercher, la première des choses que je dirais, les gens n'aiment pas ça. Si on a de l'équité sur la maison, on va aller chercher une marge de crédit hypothécaire qui souvent va nous permettre d'aller. Les marges de crédit hypothécaires sont super bien faites, là, de différentes institutions financières. On peut avoir jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5 sous-comptes. Donc, si vous avez des dépenses corporatives, vous êtes capable de faire un bon traçage, en fin de compte, de ces dépenses-là. Donc, moi, j'irai chercher une marge de crédit hypothécaire sur les actifs qu'on a. Lorsqu'on est travailleur autonome et qu'on veut une marge de crédit puis qu'on a de faibles revenus, je vous dirais que les banques sont frileuses. Puis, je me suis déjà fait... Puis, c'est de plus en plus le cas. Puis, on m'a déjà dit par un directeur de compte... On n'est pas là pour prendre des risques, on est là pour prêter de l'argent. Donc, ça nous dit un peu la mentalité. Puis aussi, il ne faut pas oublier que les banques canadiennes, on disait qu'ils étaient moins à risque que certaines banques. Ils ont des ratios de risque à préserver qui sont plus importants, donc ça les limite aussi. Fait qu'en termes de faibles revenus, si on n'a pas accès via de l'équité sur une marge de crédit, si on n'a pas accès on peut prendre des placements garantis, non REER, bien sûr. Les autres, c'est de demander un cautionnement de quelqu'un. Mais si vous êtes seul au monde, en parenthèse, puis que vous devez faire une demande, vous avez des faibles revenus, je vous dirais que vous n'aurez pas le choix de bâtir vos actifs, puis ou de mettre ou que ce soit des actifs qui vont être mis en garantie, ou des gens ayant un bon crédit qui vont vous aider à partir
ça prend un coup de main des fois. Puis je le dirais, il ne faut pas se gêner. Hein. Des fois, les gens ne peuvent pas se gêner. Je ne suis pas en train de dire de profiter des gens, mais toute personne a eu un coup de main dans la vie par une autre personne. Donc, des fois, d'aller voir des proches ou peu importe, là, puis de se bâtir un contrat, d'avoir un aide à quelque part, ça peut être une solution qui est envisageable. Merci, Hugo. Hugo, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais ça prendre encore 2 questions. Si c'est possible de répondre de façon rapide, comme ça, on va pouvoir en prendre le plus possible. Je vais y aller avec la prochaine question. Est-ce que c'est possible de réexpliquer la partie pour l'assurance invalidité? Y a-t-il un ou 2 conseils rapides que tu pourrais nous donner là-dessus? Regardez, c'est quoi la définition? La question première de Mike Smith. Pardon, oui. Veuillez dans vos définitions dans vos contrats, c'est inscrit c'est quoi le revenu. Même des fois, on voit les revenus assurables, c'est un revenu d'emploi. Il y a certaines entreprises qui vont prendre le revenu même on le voit de plus en plus, des contrats surtout de garantie qu'on appelle, là, où tu tombes invalide, tu n'as même pas besoin de preuve de revenu. Ça, c'est ce qu'on veut. Mais il y a d'autres contrats qui sont, lorsqu'on tombe invalide, ça nous prend des preuves de revenus. Donc, c'est quoi ces preuves-là? Des fois, ils vont demander les 3 des 5 dernières années, puis le revenu, c'est un revenu d'emploi. Donc, dans les définitions de contrat d'assurance invalidité, vous allez voir c'est quoi qui est défini à ce moment-là. Même, on disait, il y a quelques années, que la SAQ, la Société d'assurance automobile du Québec, en cas d'invalidité, sur la route, prenait juste en considération les salaires. C'est plus le cas avec la jurisprudence. Donc, quand c'est prouvé que la dividende est un mode de rémunération, il n'y a pas trop avec ça. Fait, allez voir dans les définitions de vos contrats, c'est quoi le revenu qui exige en cas d'invalidité. Vous allez avoir la réponse là. Merci beaucoup. Malheureusement, c'était la dernière question qu'on va pouvoir prendre, étant donné qu'il faut respecter le temps pour tous là, au niveau de la présentation. Donc, je vais poursuivre avec la présentation. Donc, pourquoi choisir un planificateur financier? En fait, pourquoi choisir un planificateur financier, surtout de la trempe à Hugo? Je vous dirais que les grosses raisons pourquoi on devrait choisir un planificateur financier sont que, en tant que planificateur financier, la personne a des connaissances dans 7 domaines d'intervention. Les 7 domaines d'intervention sont les aspects légaux, les assurances, la gestion des risques. Là, je lis parce que je ne veux pas en oublier. Les finances, la fiscalité, le placement, la retraite et la succession. Et le planificateur financier, ce qu'il va faire avec ses clients, donc, dans le fond, c'est qu'il va utiliser l'intégration au niveau des différents domaines d'intervention. Ce que ça veut dire, l'intégration, c'est qu'au lieu de regarder les différents domaines d'intervention par silo, il va les mettre tous ensemble. Donc, en ayant un portrait global de la situation du client, le planificateur financier va pouvoir apporter une recommandation qui va régler un problème dans une situation, mais qui en même temps pourra apporter un effet qui est positif dans une autre situation. Je m'explique. Des fois, on peut apporter une solution, si on connaît juste une partie de la situation d'un client, on peut apporter une solution qui va être négative pour une autre situation. Donc, en participant, en utilisant l'intégration, on s'assure d'avoir les meilleures solutions pour tous les domaines d'intervention en planification financière. Également, les planificateurs financiers suivent un strict code de déontologie qui a été mis de l'avant par les QPF. Donc, ça, c'est super important de le savoir également. Donc, pour trouver un bon planificateur financier, je vous invite à aller sur la page de l'IQPF. C'est pas la page de l'IQPF, pardon, sur le site web de l'IQPF. C'est iqpf.org et sur lequel vous pouvez trouver un répertoire de tous les planificateurs financiers qui sont inscrits au Québec. La mise à jour du répertoire se fait de façon hebdomadaire. Donc, aussitôt qu'un planificateur financier qui est gratuit et qui s'ajoute à la liste, il est ajouté sur le site. Et aussitôt qu'un planificateur financier prend sa retraite, son nom est aussi retiré de la liste très rapidement. Comme je disais tantôt, le webinaire d'aujourd'hui, c'est le dernier de la série « L'IQPF s'invite chez vous ».
Donc, il y en a eu 5 au total. Ils sont tous disponibles sur le site planifier.org et également sur la page Facebook de l'EQPF. Donc, si vous voulez le revoir ou bien le partager, c'est l'endroit idéal pour pouvoir le faire. Donc, je répète, c'est sur planifier.org ou sur la page Facebook de l'EQPF. Alors, ça met fin à la présentation d'aujourd'hui. L'UQPF vous remercie d'avoir participé et vous souhaite une très belle fin de journée.